Rappel. Alors, voilà, la réunion, enfin la visio sera enregistrée. Et donc, pour le déroulé de cet après-midi, on est ensemble sur ce troisième parcours, s'inspirer des innovations territoriales pendant 2 heures. 3 temps sur cette séquence de 2 heures. Sur le premier temps, pendant 1 heure, la présentation de 5 initiatives locales. Donc, ça va être très rapide et je m'excuse pour les potentielle frustration que ça peut générer. L'idée, c'était vraiment de donner à voir la diversité des pistes d'action possibles. À 15 heures, on aura un temps en sous-groupe, en 3 sous-groupes pour échanger entre pairs et essayer d'approfondir un peu cette question des leviers, des freins aux dynamiques de coopération. 15h30, retour dans cette salle pour une restitution très rapide des échanges et puis surtout l'éclairage de Laurent Riotor. Et donc, la fin du parcours, c'est à 16 heures. Et à 16 heures, on bascule vers l'autre salle Zoom pour un temps de plénière commun aux 3 parcours et une conclusion générale. Et voilà, c'est parti si vous n'avez pas de questions particulières sur ce déroulé. Très Euh, clair. merci beaucoup Perrine. Donc on va lancer un peu dans l'ordre qu'on avait annoncé, c'est-à-dire donc le pays d'Armagnac, Pleyber-Christ, Lavigotte, Trièves et enfin Lusco, Pays Basque. Et donc je vais faire le désagréable, le gardien du temps. Donc s'il vous plaît, présentation en 8 minutes, 10 minutes maximum pour laisser quelques temps de questions-réponses. S'il vous plaît, pour tenir dans l'heure. Voilà, je vous donne la parole tout de suite. Monsieur Dudez. Alors, on vous entend pas. Il va y avoir le micro qui va peut-être pas être branché. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Budet, je suis le directeur du PETR, du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Armagnac, donc territoire du bien vivre et du bien manger, qui est situé donc dans la région Occitanie, au nord-ouest du département du Gers. Donc, pour mémoire, les PETR sont des syndicats mixtes fermés qui associent des communautés de communes. Et dans notre cas, il s'agit de 4 communautés de communes adhérentes pour 45 000 habitants. Et donc, on est un territoire qu'on peut qualifier comme appartenant à l'hyper-ruralité. Et donc, c'est à moi que revient la tâche de vous présenter les contrats de réciprocité, qui sont une forme très particulière de coopération entre collectivités, puisqu'il s'agit de faire coopérer des métropoles avec des territoires ruraux. Donc, ma présentation se fera autour de 3 temps. Le premier, c'est de très rapidement vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un contrat de réciprocité et comment ça marche, les principales caractéristiques. Dans un second temps, je vous présenterai ce qu'on a fait, le contenu de notre contrat et les actions qu'on a pu mener. Et puis dans un troisième temps, je vous tirerai quelques éléments de bilan, de perspective, quelques enseignements après 3 ans de pratique du contrat de réciprocité. Donc, un contrat de réciprocité, c'est quoi? Pour bien comprendre, il faut repartir de la manière dont ça a été conçu, puisque les contrats, l'idée est née en mars en 2015, après plusieurs lois qui ont renforcé progressivement les métropoles françaises pour en faire des champions dans la compétition entre les villes européennes et les villes à l'international. Mais c'est aussi poser la question de l'ancrage territorial de ces métropoles avec les espaces ruraux qui les entouraient. Et il y avait aussi l'idée, la volonté de ne pas aggraver des fractures territoriales urbain-rural. Donc l'esprit du contrat de réciprocité, c'est de rapprocher les dynamiques métropolitaines et les dynamiques rurales, de trouver des points de convergence et de travailler sur des complémentarités. Donc la démarche des contrats de réciprocité, elle a été testée à partir de 2017 sur quelques métropoles. Donc je cite Brest, Lyon et puis également Toulouse, qui a été une métropole particulièrement dynamique puisque aujourd'hui, il y a 4 contrats de réciprocité actifs et d'autres qui sont en cours de préparation. Donc,
à l'échelle nationale, je crois que l'État tire un bilan plutôt positif de ces contrats de réciprocité. Et il y a la volonté de promouvoir et d'étendre cette démarche. Voilà. Alors, les caractéristiques du contrat de réciprocité. D'abord, dans un premier temps, on parle de contrat. Bon, ça se rapproche quand même plus d'une entente entre collectivités, puisque dans un contrat de réciprocité, on va parler d'intention de coopération. Et je pèse mes mots, intention de coopération, ça y est qu'on trouve un fil conducteur, qu'on détermine quelques thématiques volontairement très larges, comme le développement économique, le développement touristique, le développement culturel, l'alimentation, mais on n'est pas sur des contrats très formalisés. Et notamment, on n'est pas sur ce qu'on a l'habitude de connaître, notamment dans le CRTE, dans le contrat de relance et de transition écologique, c'est-à-dire des listes d'opérations prédéfinies avec des montants prévisionnels et avec des temps de réalisation qui sont prédéterminés. C'est pas ça un contrat de réciprocité. On travaille sur des intentions de coopération. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est commun aux autres contrats avec d'autres métropoles, mais dans les contrats avec la métropole toulousaine, il n'y a pas de durée du contrat. Donc on est vraiment sur une coopération au long cours. Voilà. Ça veut dire aussi pas de budget dédié. Il n'y a pas de tableau financier, de montant budgétaire alloué au contrat de réciprocité. Donc, vous voyez, c'est une entente, c'est un contrat simple qui tient en fait formellement dans une dizaine de pages. Et en termes de gouvernance, alors bien sûr, sur le papier, il y a un comité de pilotage entre élus, il y a un comité technique entre techniciens, mais voilà, dans la pratique, c'est plutôt des échanges réguliers entre les élus et les services concernés. Donc ce qu'il faut retenir, contrat de réciprocité, pour moi, c'est d'abord du volontarisme politique entre une métropole et ses territoires ruraux. Ce sont des contrats qui sont très souples, mais voilà, de manière pragmatique, on ne fait pas ça pour obtenir des financements. Voilà. Deuxième partie, le contrat de réciprocité du Pays d'Armagnac. Donc, quand je parlais de volontarisme politique, ce contrat de réciprocité, il a été à l'initiative du président du Pays d'Armagnac, du PETR du Pays d'Armagnac. Donc, c'est Michel Gabas, le président du Pays d'Armagnac, qui est allé voir Jean-Luc Moudinque, président de la métropole toulousaine, voilà, pour engager cette coopération. Le contrat a été signé le 21 septembre 2022. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a 3 ans de recul sur ce type de coopération. Donc, il faut trouver un fil conducteur. Donc, le fil conducteur qu'on a choisi, il tourne autour voilà, de deux territoires qui ont une forte identité. Donc la métropole toulousaine rayonne à l'international au travers notamment de sa filière industrielle aéronautique et le pays d'Armagnac rayonne à l'international notamment au travers de son eau de vie d'Armagnac et de ses vins des Côtes de Gascogne. Bon, alors ça peut paraître pompeux, prétentieux, mais il faut bien trouver un fil conducteur et expliquer ce qu'on va faire ensemble. Mais cette idée de travailler sur notre identité, ça nous raccrochait à des actions communes. Voilà, puisque on est deux grands sites touristiques. La métropole toulousaine, comme le Pays d'Armagnac, sont reconnus par la région Occitanie comme des grands sites touristiques. On est deux projets alimentaires territoriaux qui sont reconnus par le ministère de l'Agriculture. On a une expérience commune de valorisation du patrimoine gallo-romain d'envergure nationale. Donc on avait déjà là 3 thématiques toutes trouvées pour construire et pour alimenter ce contrat de réciprocité. Donc ces 3 thématiques, c'est l'alimentation, le tourisme et culture et patrimoine. On en a ajouté une quatrième à notre initiative, c'est la transition écologique. Alors de notre part, il y avait une petite arrière-pensée, c'était l'idée de faire du mécénat
de compétences. Donc l'idée qu'on avait, c'était d'aller puiser à la métropole toulousaine des experts en rénovation des bâtiments publics, des experts sur les énergies renouvelables pour en fait alimenter et améliorer notre réflexion sur nos projets. Voilà. Euh, Quelques actions concrètes, je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'en 10 minutes c'est impossible, mais je vous donne quelques exemples de coopération concrète. Donc, on a réalisé plusieurs éductours de restaurateurs toulousains qui sont venus visiter des producteurs locaux du Pays d'Armagnac. L'Office du tourisme du Pays d'Armagnac a travaillé avec l'agence d'attractivité Toulouse Métropole sur la promotion touristique. Et en matière de fouilles archéologiques, il y a eu des échanges d'ingénierie, voilà, donc des échanges de compétences. Euh, Troisième partie sur quelques éléments de bilan, de perspective, quelques enseignements. Donc, je vais très vite hein, parce que je tiens mes 8 à 10 minutes. Hein. Une minute. Donc, premier bilan, c'est que malgré la distance, parce que je rappelle que Toulouse, le Pays d'Armagnac, c'est 2 heures à 2 heures et demie de route, suivant les conditions de circulation. On a quand même réussi tous les ans à faire deux ou trois actions de coopération. Donc ça, c'est plutôt un bilan positif. Et au sein de mon équipe, moi j'ai été mobilisé, mais j'ai également quatre autres collègues qui ont été mobilisés sur ces actions-là. Donc ça représente 50% de l'effectif du Pays d'Armagnac. Voilà, donc en termes de mobilisation, c'est assez intéressant. Le deuxième élément, c'est que bon, les actions, évidemment, elles restent modestes, hein, mais le bilan est très positif et surtout, ça laisse entrevoir des opportunités de coopération plus ambitieuses. Mais je dirais quand même à trois conditions. La première condition, c'est de ne pas s'éparpiller. Ne pas s'éparpiller, et notamment parce qu'il y a une forte asymétrie entre les services de la métropole toulousaine et les services du Pays d'Armagnac. Il y a 15 000 agents à Toulouse Métropole, on est 10 au Pays d'Armagnac, donc évidemment on ne peut pas faire la même chose. Et donc je donne un exemple concret. Au départ, la métropole toulousaine voulait nous amener à travailler sur l'approvisionnement du Grand Mine à Toulouse. Donc voilà, c'est l'équivalent du Rungis pour la métropole toulousaine. Et là, moi, j'ai dit non, c'est pas possible. L'équipe du Pays d'Armagnac, elle n'est pas dimensionnée pour ce type de projet-là. On n'est pas des négociants en produits alimentaires. Voilà. Donc il y avait vraiment cette volonté de dimensionner la coopération par rapport à ce que l'équipe était capable de faire et de raccrocher cette coopération à des projets qu'on avait nous déjà en cours. Donc l'éductour des restaurateurs locaux, ça tombait bien parce que c'était cohérent par rapport à tout ce qu'on faisait. Maintenant, approvisionner un marché d'intérêt national, voilà, ça, c'est pas possible. Euh, le deuxième enseignement, c'est qu'on a besoin de travailler sur du temps long. Et le fait qu'il n'y ait pas de date, c'est important parce que il y a vraiment cette phase d'apprentissage et de découverte. Et après 3 ans, on n'est pas encore sorti. Euh, et puis, il y a aussi l'importance de mobiliser les équipes sur des projets concrets. Donc, travailler sur des projets concrets de plus en plus ambitieux, ça prend du temps. Et le troisième enseignement, je vous ai dit qu'on ne fait pas un contrat de réciprocité pour obtenir des fonds, mais il y a une limite à ça. C'est que si on veut faire des choses un peu ambitieuses, on est forcément obligé d'avoir un peu de moyens. Et là, en fait, on est à un stade, nous, où si on n'a pas un budget minimum pour alimenter des opérations du contrat de réciprocité, le risque que je perçois, moi, c'est celui de l'essoufflement. Voilà. Donc, le contrat de réciprocité, c'est un contrat qui est innovant à plusieurs titres.
Voilà, pour un territoire rural comme le nôtre, ça nous ouvre sur un carnet d'adresses, sur des perspectives qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Mais je dirais que sur les 10 années qui viennent de passer, de 2015 à 2025, ben, la démarche a démontré sa pertinence et son intérêt. Je dirais que l'étape prochaine pour moi qui aurait peut-être à franchir, c'est de trouver des modes de financement innovants parce que je doute que les outils classiques, notamment ceux de l'État, je pense à la DETR, au TSIL, au FNADT, c'est pas forcément des outils adaptés par rapport à ce type de coopération qui demande beaucoup de souplesse. Donc sans doute qu'il y a quelque chose à inventer aussi en termes d'accompagnement financier pour faciliter ce type de coopération. Merci beaucoup. Merci, c'était très synthétique et vous ouvrez des perspectives aussi intéressantes, hein. On se pose aussi en interne à l'État ces questions sur ce type de coopération qui a été revue avec beaucoup d'intérêt, notamment par la Madame Gatel. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présentation. Je vois qu'il y a des questions. On en avait une donc de Monsieur Voyer. Y a-t-il une obligation de territoire limitrophe pour construire un contrat entre PETR et métropole? Je veux dire que c'est forcément des contrats qui doivent être dans une continuité territoriale ou est-ce qu'il peut y avoir des discontinuités? Alors, je prends le cas du Pays d'Armagnac. Nous, on n'est pas en continuité directe Direct. avec la D'accord. métropole. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a 2 heures et demie de route, voilà, c'est que vraiment, il y a un trou entre le Pays d'Armagnac et la métropole toulousaine. Cela dit, dans notre cas particulier, cet espace c'était le pays Port de Gascogne, qui était lui-même en contractualisation, contrat de réciprocité avec Toulouse Métropole. Donc, sur la carte, il y a effectivement une continuité territoriale entre la métropole, le pays Porte de Gascogne et le pays d'Armagnac. Mm. Il y avait Merci. Il y avait une obligation, pour répondre à la question Ah David, oui. il y avait une obligation 2015 dans le cadre des pactes État-métropole, mais en fait, peu de métropoles ont eu un contrat de réciprocité abouti. Et j'ai fait la liste des métropoles pour lesquelles on a identifié un contrat de réciprocité. Ça va peut-être être entre une métropole et un EPCI. Il n'y a pas de cadre. En région PACA, en fait, donc non, il n'y a pas de contrat de réciprocité. Et en fait, pour avoir échangé notamment avec les équipes de ex-Marseille Métropole, ce qui m'a été répondu, ce qui fait écho à ce qui a été dit ce matin par l'élu Madame Mézières, c'est qu'en fait, c'est dedans dehors. En fait, ils n'arrivent déjà pas à coopérer en infra. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas à pouvoir, du coup, coopérer après avec d'autres. Donc, pour répondre à Cécile Montrieux, Le Hameau. Bon, ce que je vous propose, c'est éventuellement de poursuivre les échanges en petits sous-groupes. Là, on va avancer sur les présentations parce qu'il faut que tout le monde ait un peu le temps de s'exprimer. En tout cas, un grand merci pour une présentation déjà très claire. On va enchaîner avec le cas de Kleber Christ. Alors, qui prend la parole? C'est Monsieur Kroganek, peut-être? Oui, c'est ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je mets le minuteur. Merci. Bonjour à tous. Donc, Pierre-Yves Corganec, je suis élu municipal, je suis conseiller municipal et délégué aux enjeux de transition écologique sur la commune de Plevert-Christ. Donc, c'est juste à côté de Morlaix, petite commune du Finistère, 3200 habitants. On est à une petite quinzaine de kilomètres, un peu plus de 10 kilomètres de la côte, de la Manche, et on est à l'entrée des Monts d'Arrée, des toutes petites montagnes du Finistère. C'est important de préciser la situation géographique, parce que ça a aussi des conséquences justement sur la démarche qu'on a démarrée. Donc, dans le cadre de, eh ben, de la coopération aussi avec la NCT, en fait, on a lancé une démarche de construction du PCS, donc du plan communal de sauvegarde sur Plevert-Christ. Donc, c'était déjà inscrit dans notre programme de campagne en 2020. Et voilà, la promesse est tenue. Donc, on a lancé ça concrètement en avril dernier, et on préparait ça depuis la fin de l'année 2024. Alors, voilà, juste pour resituer un peu l'origine de la décision de créer cet outil-là, le PCS,
on voulait se préparer déjà au niveau communal au coup dur, aux événements majeurs, gestion de crise, même si le PCS n'est pas obligatoire pour notre commune. En fait, le PCS est obligatoire pour les communes qui ont des risques majeurs avérés. Je pense à Morlaix, notamment à côté, voilà, qui est une ville qui a des risques d'inondation avérés et des événements assez conséquents qui ont déjà eu lieu. Les communes côtières dans Finistère qui ont des risques de submersion, voilà, et plus avec le dérèglement climatique. Et donc, voilà, on voulait, nous, prendre un peu les devants et faire un état des lieux aussi des risques avérés sur la commune. Euh, voilà, plutôt que de chercher à imaginer des stratégies, enfin des scénarios plutôt impensables, voilà, c'est impossible d'anticiper l'impensable. Je pense que le Covid nous a donné une bonne leçon et tout ce qui s'ensuit, qui va encore malheureusement apparaître dans les temps à venir. On a préféré vraiment miser sur la force des liens sociaux sur la commune, de la solidarité au niveau territorial. Euh, voilà, parce qu'on pense que c'est vraiment un gage majeur de robustesse. Pour faire face à l'inconnu, eh ben, le plus on est resserré, le plus on a de tissu social fort, eh ben, le plus on sera costaud, on va dire, pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Donc ici, à travers le PCS, on a vraiment axé donc, sur les risques majeurs. Ça, c'est vraiment un outil dédié pour ça. Donc par exemple, sur la commune, vu qu'on est en cours de constitution du PCS, pardon, et bien ici, on a quelques risques d'inondation, mais sur des hameaux très localisés de la commune. Des risques tempête, bien évidemment, sur la côte finistérienne. Feu de forêt, transport de matières dangereuses, qu'on a une départementale qui traverse la commune, qui coupe la commune en deux parties, donc plus de 7000 véhicules jour, avec une bonne partie de semi-remorques. Crise sanitaire en tout genre, les coupures réseau, élec, voilà. Donc, voilà un peu les risques déjà qui sont répertoriés sur la commune. Et dans le cadre voilà, de cette construction du PCS, on avait déjà pour volonté de le co-construire avec les habitants, avec les agents municipaux et forcément avec les élus. Donc, qui est vraiment cette triade qui prennent part à la constitution du plan communal de sauvegarde. Donc, comment ça s'est passé? Eh ben, tout s'est accéléré grâce au financement de l'ANCT, qui nous a donné, voilà, nous a permis de lancer concrètement les choses. On avait ça en tête, mais on n'avait pas les financements pour, on n'avait pas jusqu'à quel niveau on pouvait lancer cette démarche-là. Donc voilà, le financement nous a permis de mobiliser, de solliciter deux acteurs extérieurs. Donc il y a le cabinet Auxilia, qui est une association, c'est un cabinet de conseil un peu spécialisé en tout ce qui concerne la démarche citoyenne. Donc il y a un cabinet qui est à Vannes. Donc là, c'est une personne directeur de Vannes qui nous suit, qui nous accompagne, Christian Chattard. Et on a également fait appel à l'Institut IRMA, donc, à Grenoble, qui est l'Institut sur les risques majeurs, qui est vraiment un institut spécialisé sur la gestion de risques et notamment l'accompagnement aussi sur la construction des PCS. Voilà, donc on a deux collaborations précieuses et complémentaires sur cette expérimentation-là. Et voilà, donc on a démarré l'expérimentation qui s'étale sur 9 mois au total. Elle a démarré tout début avril avec un premier atelier à la fois, enfin, un atelier d'une part pour les élus et agents et ensuite pour les habitants, où c'était une première session de préparation, de sensibilisation, d'explication de qu'est-ce que le PCS, voilà, à quoi ça sert, où est-ce qu'on veut aller au niveau de la commune. Donc voilà ce premier atelier. Il y a eu un second atelier au mois de mai, donc là, qui a eu pour thème tout ce qui concerne la transmission de l'information, la diffusion de l'alerte. Comment est-ce qu'on peut diffuser une information rapidement en cas d'événement majeur? Qu'est-ce qui existe sur la commune comme moyen? Qu'est-ce qu'il faut avec quoi est-ce qu'il faut qu'on s'équipe? Voilà. Quels moyens humains est-ce qu'on peut développer? Donc, je rappelle juste pour le premier atelier d'avril avait réuni une quinzaine d'habitants, donc pour une commune de 3200, je le rappelle. Le deuxième atelier, on a eu une petite dizaine, donc on était un petit peu déçus, c'est normal, parce qu'on s'imaginait que ça pouvait vraiment prendre. Euh, Malgré tout, l'atelier a été super intéressant, et on s'est rendu compte en fait que les habitants qui étaient revenus
on a su aussi avec d'autres qui étaient partis qu'ils cherchaient un peu leur place là-dedans. Ils se demandaient un peu où est-ce qu'ils allaient pouvoir agir, qu'est-ce qu'il allait y avoir de concret pour continuer à suivre l'expérimentation. Euh, donc, ce qui fait qu'on a modifié le parcours qu'on avait imaginé avec Auxilia et Irma. Euh, et on est parti, on a proposé, en tout cas ça répondait à la demande des habitants présents, on a proposé la création d'une réserve communale de sécurité civile, qui est un outil d'aide à la gestion de crise également intégré au PCS. Et voilà, on a vu que c'était très parlant pour les habitants, que ça en a ramené d'autres également, parce que là, ils allaient pouvoir trouver leur place et pouvoir agir. Il y a vraiment cette notion de terrain qui est super importante. Euh, donc au mois de juin, on a fait un troisième atelier sur la présentation de ce que c'est une réserve communale de sécurité civile, le cadre légal, enfin, tout était vraiment très très formalisé. Euh, et le début de préparation d'un scénario de gestion de crise, parce que là on projette au mois de novembre un exercice in situ là, sur la commune, euh, de simulation avec les RMAN qui sont rodés à ce genre d'exercice-là, pour tester le PCS, pour tester la réaction des habitants, en tout cas des quelques habitants qui seraient partantes dans l'exercice, notamment la réserve communale de sécurité civile, de tester aussi nos réactions à nous, les agents, etc. Donc voilà, au mois de juin, donc, il y a eu bien plus de monde. On est revenu à plus de 15 habitants, des nouveaux qui sont arrivés. Donc on a vu, voilà, on a vu que en tout cas, ça répondait à la demande des habitants, cette réserve communale. Et donc en juillet, il y a eu une délibération municipale, voilà, pour officialiser la création d'une réserve communale. Donc le prochain atelier là, qui a lieu le 25 septembre prochain sera la date officielle de création de cette réserve communale avec les premiers volontaires qui vont faire partie du groupe, donc une bonne quinzaine. Et également, on va commencer à écrire le scénario d'exercice de simulation de crise lors de ce prochain atelier-là. En octobre, là, on va préparer l'exercice, nous, en interne, avec l'IRMA, avec les agents municipaux, les élus, pour préparer un peu eh ben, euh, l'exercice en lui-même, et exercice qui aura certainement lieu au mois de novembre. On va caler la date très rapidement, là, sur une journée, une après-midi. L'exercice dure à peu près 2-3 heures et le temps de débriefing derrière pour faire un point. Et puis en décembre, nous amène à la fin de l'expérimentation. Donc là, c'est vraiment le rendu final de l'outil PCS. Donc c'est tout un ensemble de classeurs formalisés, répertoriés par type d'événement majeur pour savoir, je vois l'horloge qui tourne, les événements majeurs et qui on contacte, voilà, comment on peut réagir en cas de crise. C'est un outil d'aide à réagir très rapidement en cas de crise. Voilà, et puis la poursuite, eh ben, c'est de faire vivre ce PCS-là dans le temps, bien sûr, la réserve communale. Donc il y a un vrai enjeu de garder la cohésion qui s'est créée là sur cet outil-là et de l'extrapoler un peu à d'autres domaines du vivre ensemble. Enfin, je trouve que en tant qu'élu, hein, c'est un très très bon moyen de sensibiliser aussi les gens à qu'est-ce qui est fondamental là sur une petite commune pour bien s'y sentir, bien y vivre. Donc là, on raccorde après plus largement aux besoins fondamentaux, hein, alimentation, santé, énergie, habitat, éducation. Voilà, ça va permettre aussi voilà, d'ouvrir vers d'autres domaines plus larges également. Voilà. Et je termine juste voilà, pour le ressenti en tout cas que j'ai sur cette expérimentation-là et qui est en cours. La personne qui était juste avant parlait de travailler sur le temps long et c'est primordial. Une expérimentation sur 1-2 mois, les gens n'ont pas le temps de se l'approprier, n'ont pas le temps de trouver leur place. Nous, en tant qu'élus, on n'a pas le temps non plus d'être opérationnel de suite. Donc il faut, enfin, en tout cas, une durée de 9 mois, là, 9-10 mois, je trouve que c'est un format qui fonctionne bien. Donc en effet, il faut des moyens financiers en face suivant ce qui est mis en œuvre. Euh, mais ça permet vraiment de tisser aussi une relation un peu durable avec les habitants, même si sur la commune, la relation est assez facile entre élus et habitants. Et une autre chose, on avait préparé en fait une feuille de route avec là où on imaginait pouvoir déboucher sur le PCS. Et ben, on s'est rendu compte qu'en cours d'atelier, il fallait qu'on modifie la feuille de route. C'est pour ça que c'est important
de ne pas avoir des feuilles toutes tracées, trop précises, trop rigides. On voit bien que c'est trop artificiel. Enfin, il y a trop de programmes qui sont faits comme ça, où c'est juste marqué concertation citoyenne, et puis en fait, les gens ne s'y retrouvent pas. Enfin, ils n'accrochent pas, on les perd. Donc ça, voilà, ça m'a vraiment révélé ça aussi. J'en étais vraiment convaincu, mais là, j'en ai eu la preuve sur le terrain. Voilà. Et puis dernière chose, c'est d'accepter les essais-erreurs, quoi. On teste, on y va, on prend le temps de discuter avec des habitants. Il y a le droit à l'erreur pour les élus aussi. On a le droit de se planter. On a les professionnels aussi. Le tout, c'est de sentir que les gens sont impliqués pour se récupérer et puis continuer à avancer, quoi. Et ça, pour ce que je peux voir, en tout cas dans les grands programmes, que ce soit à l'interco, au département, en région, c'est que c'est comme si les politiques, en tout cas les professionnels, avaient la sainte parole et puis l'erreur n'existe pas, quoi. Il va falloir. On parlait d'humilité ce matin. Il y a une personne qui parlait d'humilité c'est une notion qui, ouais, c'est fort. Enfin, en tout cas, d'accepter qu'on est vulnérable et interdépendant, comme on en parlait ce matin aussi. On a tous besoin des autres et on n'est pas, on n'est pas des sans faute, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on est très contents d'avoir pu lancer cette expérimentation-là et de la continuer, voilà, de la mener jusqu'à fin décembre. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage qui globalement, en tout cas, je trouvais illustrait bien et vos propos de conclusion qui, je trouve, ouvrent en tout cas des questions très intéressantes sur le droit à l'erreur et tout ce que ça suppose. C'est assez Ouais. intéressant. Est-ce que on a tout de suite des questions précises sur cette expérience ou est-ce qu'on peut enchaîner? Voilà, je veux frustrer personne, mais il faut qu'on avance. On a pas mal d'interventions encore. Et on pourra toujours continuer à parler dans les petits groupes, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Je vois pas de demande de prise de parole, sinon je vais passer la parole tout de suite à Louise Aran pour la Vigotte qui va pouvoir nous faire part de cette expérience. À toi la parole, Louise. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que Oui. vous voyez une présentation? Oui. Oui, super. Alors, hop. Donc, merci de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc, moi, je suis Louise Aran, je suis géographe et je vais vous proposer peut-être un témoignage un petit peu décalé par rapport à ce qui s'est dit précédemment, parce que je parle du point de vue d'une association qui opère un tout petit espace de 30 hectares dans le sud des Vosges. Donc, il n'y a pas 2 heures et demie de route et pas 15 000 habitants dans cet espace. Et puis, peut-être aussi qu'on expérimente. On a beaucoup parlé de coopération interacteur, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille ici, mais on essaie aussi de réfléchir à d'autres formes de coopération et notamment avec le reste du vivant. Et donc, ça va être la teneur de l'intervention que je vais vous proposer. Donc, pour que vous vous situiez un peu, donc l'association La Vigotte Lab, c'est un laboratoire vivant qui voilà, est situé sur une vallée de 30 hectares qui est au sud des Vosges et qui se fixe pour objectif d'expérimenter, d'apprendre, d'être un lieu d'essai, de formation et de recherche sur les questions d'aménagement du territoire et la résilience de cet aménagement du territoire. Donc, comment on peut demain habiter nos territoires de façon plus durable voilà, en essayant d'intégrer les questions de limites planétaires, de nos impacts environnementaux. Et donc, on est sur un espace qui possède à la fois des prairies, des forêts, des zones humides sensibles, un hameau habité. On a un petit bassin versant avec, voilà, on est en tête de bassin versant du Rhône. On a un ensemble de ressources naturelles qui chacune présente des enjeux différenciés. Et puis, on a aussi des équipements de production mutualisés. Et avec ce petit espace qu'on appelle échantillon de territoire, on essaie de réfléchir avec l'ensemble des acteurs avec qui on travaille aux formes de coopération qu'on peut mettre en place pour mieux vivre ensemble et mieux vivre avec le reste du vivant. Donc concrètement, c'est l'interdépendance dont je parle. Ça peut être la question qui nous préoccupe par exemple en ce moment, c'est la question de la rénovation du bâti. Nous, on a 12 bâtiments sur le hameau, donc, qui est habité par une quinzaine de personnes au total. Et on a des gros sujets évidemment de rénovation thermique. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire cette rénovation en utilisant des matériaux locaux et alors à quelles conditions? Si on mettait en culture nos prairies pour
produire nos matériaux utiles à cette rénovation, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme compétences, comme savoir-faire, et puis comment il faudrait aussi travailler le sol pour ne pas produire à tout prix des matériaux en épuisant le sol. Donc comment on peut produire avec un sol vivant et trouver voilà, des manières de collaborer avec le sol. Et puis on a aussi plein d'enjeux de gestion de la forêt dans un contexte de changement climatique, de gestion de l'eau et des milieux humides. Et puis, on a un ensemble d'équipements partagés. Vous voyez sur la petite photo une serre de production en aquaponie et une phytoépuration. Donc, on essaie de réfléchir aussi aux équipements qui peuvent être partagés à l'échelle de cette petite unité territoriale qui est le hameau. Qu'est-ce qu'on peut partager, à quelles conditions organisationnelles, de savoir-faire, etc. Donc, on est vraiment dans des problématiques très locales, de savoir comment peuvent s'organiser des coopérations sur des sujets de voilà, valorisation des ressources naturelles locales. Et voilà. Et donc, l'enseignement, c'est que sur ces sujets de transition écologique dont on se préoccupe à une échelle ultra-locale, nous, on voit qu'il y a un gros besoin de connaissances, de proximité entre les acteurs et d'aller repérer des savoir-faire très locaux qui sont en fait souvent pas forcément considérés par la puissance publique et les sphères de l'ingénierie, mais ne pas négliger ces sphères de l'ingénierie qui sont également partie prenante du projet, jusqu'à des milieux de chercheurs qui, par exemple, vont collaborer sur voilà, des besoins d'innovation qu'on a aujourd'hui sur, par exemple, la connaissance des effets du changement climatique sur des zones très locales. Donc, l'idée d'assembler différents types de savoirs. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, cette nécessité de s'intéresser aux services écosystémiques que procurent des milieux naturels en bonne santé, et donc d'arriver à trouver des modes de coopération, de collaboration avec ces espaces naturels qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle l'aménagement régénératif, donc d'essayer de réfléchir aux réciprocités dans nos actions d'aménagement, comment la manière dont on gère la forêt, les espaces de culture peuvent en retour améliorer cet environnement et qu'on se rende des services mutuels. La perspective qui nous anime, c'est de réfléchir aux échelles territoriales pertinentes. On a eu plusieurs fois dans les discussions du jour des réflexions sur les métropoles ou alors sur les territoires. La première intervention parlait d'un rural très isolé. Nous, on essaie de réfléchir à la forme du hameau. Il y en a beaucoup dans les Vosges, mais il y en a beaucoup ailleurs aussi, comme petite particule élémentaire du territoire qui pourrait être un espace propice aux coopérations, parce que on est à une échelle qui permet l'interconnaissance entre les personnes et parce qu'on est à une échelle qui permet aussi de retisser les liens avec les milieux naturels qui nous entourent. Évidemment, quand on habite dans une grande métropole, les liens avec la connaissance et la valorisation de la forêt, du bois, des ressources alimentaires, elles sont un peu distendues, alors que quand on est à des échelles territoriales plus locales, comme celle du hameau, eh bien, voilà, on essaie de réfléchir à ce que ça peut signifier comme peut-être modèle d'aménagement pour notre territoire national demain. Et donc, s'agissant des formes de coopération qu'on met en place, d'une part, ça a été évoqué aussi ce matin, le fait que la coopération, c'était d'abord en interne. Donc, nous, à la Vigotte Lab, on est dans la petite équipe cœur qui porte le projet. Nous sommes 8 personnes et ce qui est assez intéressant au quotidien, c'est qu'on allie des personnes qui ont plutôt une expérience, on va dire, alors parfois on rigole en disant il y a les gens de bureau et les gens de terrain. On a effectivement des personnes qui ont plutôt une expérience dans le domaine de l'ingénierie, de la coordination, de la coopération ou de la pédagogie et qui collaborent au quotidien avec eh bien, nous avons voilà, un sylviculteur qui s'occupe des forêts, on a un technicien en agroécologie qui s'occupe de la partie culturelle, et donc ça nous paraît être un premier enjeu dans la coopération de arriver à se parler entre des personnes qui relèvent de sphères professionnelles très différentes. Et le problème, c'est que souvent les premiers décident pour les autres qui doivent appliquer derrière. Et donc c'est très intéressant de faire intervenir, d'essayer de réduire cette distinction, cette fameuse distinction entre le stratégique et l'opérationnel, et de pouvoir faire intervenir les personnes qui sont sur le terrain dès le moment de la prise de décision. On n'est pas que cette petite équipe, puisqu'on travaille avec tout un écosystème d'acteurs qui sont du domaine de la formation. Donc, on a plus de 1000 étudiants apprenants par an qui viennent se former chez nous. On travaille avec des entreprises, des acteurs de la société civile. On a des laboratoires de recherche qui viennent
utiliser la Vigotte Lab comme espace pour tester des solutions innovantes, des choses pour lesquelles ils auraient besoin d'espace ou de cas concrets. Donc, par exemple, je vais vous parler après d'un exemple concret sur la forêt. Et on a eu AgroParisTech qui est très intéressé pour réfléchir à la manière dont on peut gérer mieux les forêts ensemble demain. Et donc, ils utilisent le cas d'étude de la Vigotte pour venir et rassembler un panel d'acteurs et les mobiliser pour réfléchir et prendre des décisions autour de la gestion de la forêt. Donc voilà, on Excuse-moi, a tout Louise. un... Excuse-moi, Oui. est-ce que tu as lancé le PowerPoint ne défile pas? Je sais pas si c'est normal à ce stade-là où on est toujours sur Ah, une. bah c'est pas du tout normal. D'accord. Ça n'est pas du tout normal. Du coup, vous n'avez rien vu de Ah bah, toute cette... De toute... on a Est-ce que bu là, tes vous paroles voyez? déjà. C'était déjà très très clair. Merci. Mais Est-ce que ok, vous voyez? voilà. Ouais. C'est encore plus illustré comme ça. Ah oui, voilà. Bon, voilà. On avait au début une petite vue Et aérienne. si, Là, si- c'était si- si tu en es d'accord, on pourra repartager cette bah, avec présentation. plaisir. Vous voyez comme ça Parfait. les petites têtes de l'équipe, les personnes avec qui on collabore. Et puis, bah, puisqu'on parlait d'innovation, c'est ce dont je m'occupe en tant que géographe. On Merci. essaie de mettre en place un outil de planification assez, voilà, assez innovant qu'on appelait un plan guide permacole. Donc le plan guide, c'est en fait un document qui permet de réfléchir à l'aménagement de notre petite vallée de 30 hectares sur les 10 prochaines années, en essayant de planifier en miroir les besoins humains qu'on a. Donc j'ai beaucoup parlé de la rénovation thermique, mais on a aussi des besoins alimentaires, énergétiques, en eau, etc. Planifier en miroir l'évolution de ses besoins et puis l'évolution de la gestion des milieux naturels environnants pour réfléchir à voilà, la coévolution, la coopération entre bah, les sphères humaines et puis le reste du vivant qui nous entoure. Donc on se fixe comme objectif, là on est dans le cadre d'un projet de recherche, d'essayer de produire sur place au maximum les ressources dont nous avons besoin, et on se distingue d'un écolieu ou éco-hameau, parce qu'on n'est évidemment pas les seuls à faire ce genre de choses, dans le sens où on est avant tout sur une démarche de recherche-action. Donc on a beaucoup de laboratoires qui viennent sur la Vigotte pour participer à cette démarche. Et l'enjeu, c'est de documenter, essaimer et produire voilà, un savoir qui sera utile à d'autres. Donc l'enjeu de ce document et de cette démarche de plan guide, c'est d'envisager vraiment le territoire dans sa dimension systémique pour organiser bah, les coopérations entre d'une part les différents acteurs de la chaîne, comment le paysan qui est chargé de produire les fibres qui vont servir à l'architecte pour rénover le bâtiment peuvent se parler, quel mode de relation, de coopération on peut trouver entre eux, et puis je le disais, la coopération entre les milieux. Donc Julien, tu m'as envoyé des petites pendules, donc il Une me reste minute. combien de temps? 1 minute? Oui, oui, une minute. Ok, ça roule. Bah, juste sur l'exemple de la forêt, pour donner un exemple concret, donc nous, on a un énorme enjeu dans les Vosges et dans le Grand Est en général avec le scolyte, donc avec le changement climatique. Il y a un petit insecte phytophage qui s'attaque aux arbres et qui détruit la forêt. Donc là, vous voyez une forêt très abîmée sur la diapositive. Donc, on est parti de ce cas d'étude, de se dire, bon, on a une forêt qui est souffrante parce qu'elle a été mal gérée, mal aménagée, etc. Euh, on fait intervenir, dans un premier temps, on avait fait un atelier avec plein d'acteurs locaux, parce que tout le monde est préoccupé par le scolyte dans les Vosges. Donc on avait fait venir plein de monde pour un diagnostic sensible de la forêt, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait définir ensemble comme projet de gestion de la forêt demain. La conclusion, ça a été qu'il y a des sujets sur lesquels il faut quand même un savoir technique de base, et que on peut pas simplement rassembler tout le monde autour de la table, chacun donne son avis, et puis on s'en sort comme ça. Donc on est reparti de la base, on a eu dans le cadre de notre collaboration avec AgroParisTech, on a eu un diagnostic forestier. Donc, un des enjeux pour nous aussi de la coopération, c'est qu'elle soit fondée sur une connaissance. Et donc, il y a des sphères d'expertise qui doivent intervenir. Donc, un diagnostic de la forêt qui a constitué la base d'une mise en discussion des projections que chacun avait pour la forêt demain. Donc, on met autour de la table à la fois les sphères très techniques de la sylviculture, mais aussi le monde du tourisme, les chasseurs, les élus locaux qui ont des grosses forêts à gérer, etc. Et on essaie de réfléchir aux enjeux pour chacun de la gestion de la forêt demain. Donc, deuxième enjeu de la coopération, bien identifier, savoir aller chercher les ressources qui vont pouvoir être partie prenante de ces échanges et élargir le cercle, disons, de ceux qui ont voix au chapitre pour réfléchir à cela. Et puis après, on a défini ensemble des itinéraires de gestion de la forêt qui visent à répondre aux besoins des différentes sphères d'usagers et des milieux forestiers eux-mêmes, voilà, pour préserver l'équilibre.
Et donc, je termine en disant que ce type d'action, c'est voilà, quelque chose qu'on fait souvent à la Vigot Lab, donc des formations actions à la coopération territoriale, mais qui sont ancrées dans des problématiques d'aménagement durable et de gestion des ressources. Et pour donner voilà, un exemple sur les perspectives actuelles, on travaille avec le commissariat de massif des Vosges dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique. Il y a eu tout un livre blanc qui a été élaboré au premier semestre 2025. Et nous, on accompagne ensuite les élus du territoire parce que pour mettre en œuvre des démarches de coopération, parce que c'est ce qui a été défini comme étant un des axes clés pour la mise en œuvre de ce plan d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on accompagne les élus locaux dans ce cadre-là, et également nos documents de planification, ce qu'on fait à l'échelle des 30 hectares, on collabore aussi avec les collectivités territoriales pour essayer de réfléchir à comment ça pourrait, à partir de l'expérience du laboratoire, inspirer, quelles questions ça pose pour des échelles de planification plus larges. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un immense merci. Le projet en tout cas est vraiment très stimulant. Je pense que on pourra en mettre en contact avec les personnes qui voudront évidemment en savoir un petit peu plus et on pourra en discuter aussi dans ce groupe. Merci beaucoup Louise. On va tout de suite enchaîner Monsieur Sevos pour Recomposition. Oui. On enchaîne pour essayer de tenir le délai en 7 minutes, 7-8 minutes pour pouvoir avoir une dernière intervention après Ouais. pour le SCO du Pays Basque. Merci beaucoup. Merci. Alors j'étais calibré sur 9 à peu près. Bon, j'enchaîne en tout cas. Merci. C'était vraiment super intéressant, hein. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Jean-Pierre Sévos, je co-dirige avec Chloé Latour une association et collectif qui s'appelle Escomposition. On porte un projet global qu'on intitule Université des terrestres et qui travaille au niveau national et un peu international. Et on a également créé une forme de tiers-lieu sur le territoire du Trièves dans l'Isère pour expérimenter sur les questions de transition. Par ailleurs, je suis compositeur et metteur en scène et j'étais aussi cadre supérieur de la fonction publique territoriale. Alors donc le projet dont je vais vous parler, c'est une enquête citoyenne sur l'eau, donc sur ce territoire du Trièves qui est situé à 45 minutes au sud de Grenoble, qui est en milieu rural, moyenne montagne. Donc c'est un territoire sur lequel il y a désormais beaucoup de tensions sur la question de l'eau, du fait du changement climatique, comme dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Et de notre côté, donc, nous avions déjà auparavant expérimenté la méthodologie Où atterrir, qui est inspirée du livre Où atterrir de Bruno Latour, hein, de 2017. Donc on a expérimenté avec lui, en menant un projet pilote financé par le ministère de la Transition, avec plusieurs groupes d'habitants, adultes et jeunes, en région Centre et Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, la démarche était assez fructueuse. On a continué ensuite de l'expérimenter sur différents territoires, avec notamment des collectivités, des entreprises. Et donc, on s'est servi de cette expérience, de la méthodologie Où atterrir, pour concevoir et mener un projet en fait, dont le principe était de voir qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça peut produire comme nouvelle dynamique de coopération et comme nouvelle piste d'action concrète aussi sur le territoire, que de partir de la façon dont les habitants qui se sentent concernés ou préoccupés d'une manière ou d'une autre par la question de l'eau, donc de la manière dont ils formulent leurs préoccupations sur ce sujet, puis ensuite sont accompagnés méthodologiquement pour enquêter et mieux comprendre de quoi dépend en fait ce qui les préoccupe. Donc on a procédé de la façon suivante. On a d'abord informé et associé à de l'initiative, donc différents acteurs et les principales collectivités du territoire. Et puis nous avons assemblé un collectif de citoyens enquêteurs avec des profils très différents. Donc aussi bien le maire du bourg principal du territoire, qui on a eu la chance, a été partant pour participer à l'expérimentation, que des personnes très peu familières des concertations sur le territoire et très peu impliquées dans la réflexion politique locale. Donc après quelques séances de travail en collectif et un peu d'appropriation de la méthodologie envisagée, donc chacun a travaillé à formuler ce qui le préoccupe sur la question de l'eau sur le territoire. Alors dans notre vocabulaire, on appelle ça un concernement, c'est-à-dire quelque chose qui nous paraît très important, sur lequel on peut avoir des inquiétudes, quelque chose pour lequel on se sent très concerné. Voilà. Puis ensuite, chacun des citoyens enquêteurs et enquêtrices donc a enquêté, c'est-à-dire s'est renseigné et a été interviewé différentes personnes pouvant contribuer à répondre à leurs questions. Et ils ont demandé à ces personnes de décrire leurs pratiques et ce qui est important pour elles. Alors là, je fais une petite précision à ce stade sur la méthodologie importante, qui est que dans la manière dont les personnes enquêtent, en fait, il ne s'agit pas de donner ou recueillir des opinions, demander par exemple qu'est-ce que vous pensez, telle ou telle chose, mais de demander de décrire exactement de quoi dépend le sujet en question, c'est-à-dire de décrire sa pratique, des actions, des faits, ce qui est important pour elle.
Voilà, on est toujours dans la description et pas dans l'opinion. Voilà, et ça change beaucoup de choses dans la pertinence de la démarche. Voilà, donc ensuite, chaque participant du projet a donc été interviewé, plusieurs personnes. Ces entretiens ont été entièrement enregistrés et retranscrits, puis analysés par tout le groupe pour essayer de déterminer plusieurs catégories utiles pour la démarche. Par exemple, quelles connaissances, quels savoirs scientifiques sont repérés, quels enjeux, quelles nouvelles problématiques apparaissent, quels sont les sujets possibles de controverse et dans quels termes précis sont-ils énoncés. Quels sont les liens d'interdépendance? Les nouvelles pistes à explorer pour l'enquête, bon, etc. Je vais un petit peu vite, bien sûr. Et puis donc, après une première phase d'enquête et d'analyse des données, donc phase qu'on a faite en collaboration avec une chercheuse du laboratoire PACT de l'Université de Grenoble-Alpes, donc qui travaille sur les initiatives transformatrices sur les territoires de moyenne montagne et qui a suivi le projet dans son intégralité. On a ensuite travaillé à la conception d'une forme artistique pour la restitution. Alors là, je parle de forme artistique parce qu'en fait, c'est très important de pouvoir restituer ces travaux dans une forme qui permette de rendre sensibles les personnes qui vont y assister et évidemment d'une façon autrement plus intéressante qu'un rapport à lire ou un PowerPoint à suivre aussi. Donc cette forme, elle a été travaillée avec les participants eux-mêmes, qui en sont bien sûr les principaux acteurs, et aussi d'une façon assez simple et faisable pour eux, avec un accompagnement approprié de notre part. Donc l'enjeu de cette restitution, c'est de pouvoir rendre compte de façon précise des éléments, des données issues des enquêtes. Donc on travaille par exemple à partir d'extraits de verbatim des entretiens et non pas de réécriture pour faire des synthèses. Et l'enjeu, c'est aussi bien sûr de pouvoir rendre compte d'une façon accessible et intéressante de ce qui est ressorti du projet. Donc on vient de terminer une première phase de ce projet avant de l'élargir. Donc celle-ci a été menée avec un collectif de 8 citoyens et citoyennes enquêteurs. Nous avons fait plusieurs restitutions dans différents contextes, donc y compris devant des élèves d'une école élémentaire du territoire, à la demande d'enseignants qui avaient assisté à une des restitutions publiques. Voilà, alors là, je vais terminer, dernière partie. Donc, qu'est-ce qui ressort à ce stade? 4 principaux points. Donc, chacun, évidemment, ce n'est pas une surprise, chacun a sa propre manière de poser la question de l'eau et ce qui lui importe. Mais donc, on ne se laisse pas influencer par une seule manière aussi de poser le problème. Et ça favorise l'écoute et les possibilités de coopération. Deuxième point, le projet fait apparaître une connaissance de la question de l'eau sur le territoire et de différents liens d'interdépendance qu'aucun des acteurs n'avait en totalité, ni même des experts ayant assisté aux restitutions. Donc on est rentré dans la complexité de la réalité et en même temps ça s'est fait d'une façon accessible, partageable. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais disons que ça va aussi bien des questions de gestion, de fuite, de rendement, de financement, que des questions de potabilité, de lien avec la biodiversité, avec notamment la disparition du sonneur à ventre jaune, un batracien, la question des pratiques agricoles, avec différents types de pratiques selon les professionnels interviewés, de différences entre bassines et retenues collinaires, à usage unique ou multi-usage, et même la question de l'eau vivante qui sera encore à creuser et qui est apparue sur la fin du processus. Troisième point, le projet a permis une écoute réciproque et une meilleure compréhension des points de vue et des préoccupations des uns et des autres. Donc je le signale parce que ça me paraît aussi utile, que ça s'est ressenti aussi dans les échanges qui ont pu avoir lieu après les restitutions. Un peu comme si la forme de la restitution et la manière dont le travail avait été mené favorisaient une attitude différente dans l'écoute, dans le respect, dans l'expression aussi, dans les débats ensuite. On peut dire à ce stade en fait que le projet crée un espace de médiation et suscite de nouvelles coopérations entre acteurs, aussi bien entre habitants et professionnels concernés qu'avec des agents de collectivité. Ils ont une sorte d'espace de coopération avec une hétérogénéité assez inhabituelle dans les personnes impliquées. Et puis enfin, la question qui nous importait évidemment, le projet à ce stade, donc il s'agit pour nous que d'une première étape, je le disais, a fait émerger différentes pistes d'action concrètes, notamment en matière de politique publique, mais pas seulement. Alors, deux exemples rapides, puisque du coup, j'ai peu de temps. L'une piste est une expérimentation de petites retenues collinaires en de multiples endroits sur le territoire. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait de pouvoir favoriser la récupération d'eau de pluie pour des particuliers, notamment en posant un compteur d'eau, pas seulement à l'entrée, mais aussi à la sortie. Ce qui fait que la récupération d'eau et le traitement ensuite des eaux usées récupérées pourra être pris en compte dans le financement de la gestion de l'eau par les collectivités.
Donc, ce qui permettra aussi que les collectivités puissent soutenir cette pratique, alors que si elles le font aujourd'hui, comme disait le maire de Mins, le bourg principal du Trièves, bah, il se tirerait une balle dans le pied. Voilà. Donc en conclusion, hein, juste pour essayer de résumer en une phrase, donc du coup, dans ce qu'on expérimente, ce qui favorise pour nous la coopération et crée de l'innovation territoriale, on l'espère au final, donc c'est de pouvoir proposer un espace d'enquête citoyenne médiatisé par un dispositif artistique. Merci beaucoup pour le timing et pour la clarté de votre exposition et cette manière aussi très originale et intéressante d'aborder le sujet. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On pourra également approfondir les échanges. Voilà, pour pas perdre de temps, on est presque bon au niveau timing. Je vais passer la parole à Nicolas Blin pour le SCO du Pays Basque. À vous la parole. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je partage mon écran. J'espère que ça fonctionne. C'est parfait. Bon, en 2 mots, je suis Nicolas Blin, je suis coordinateur d'Euskal Monetal, l'association qui gère la monnaie locale Eusko en Pays Basque, et je suis à ce titre-là aussi coprésident du mouvement Sol. Je partagerai la présentation, et là je vais aller assez vite pour pouvoir condenser les propos. Le mouvement Sol, c'est notre fédération, la fédération des monnaies locales complémentaires en France, donc qui mutualise et qui nous représente dans un certain nombre de chantiers hexagonaux. Et l'eusko, c'est une de ces monnaies en circulation. Il en existe 80 à peu près recensées sur la totalité de l'Hexagone. Nous, dans notre cas, elle a été mise en circulation en 2013, donc 12 ans d'existence. On est première monnaie locale d'Europe depuis 2018 et avec un rôle un peu pionnier, et je vais vous donner quelques éléments là-dessus. Le cadre légal et réglementaire des monnaies locales, ben, il a été reconnu par la loi ESS, la loi Hamon de 2014, puisque depuis, les monnaies locales sont reconnues au Code monétaire et financier. On est géré par des structures de l'ESS, coopératives ou associations. Nous, notre cas, c'est une association. Et on est supervisé par l'ACPR, qui est un organisme de la Banque de France qui règle les mutuelles, les banques et les services de paiement en France. Je vous ai mis grosso modo quand même la répartition aussi des monnaies locales sur le territoire, parce que je vais forcément parler de celle que je connais le mieux, qu'est l'Eusko. Mais grosso modo, même si les échelles sont différentes et il peut y avoir des approches un peu différentes, les propos que je vais tenir sur l'expérience en Pays Basque pourraient être transposés sur d'autres expériences de monnaie locale ailleurs sur l'Hexagone. Quelques chiffres quand même pour donner un peu la radiographie de où on en est au bout de 12 ans d'existence. Sur un territoire de 350 000 habitants, on a 4 300 particuliers utilisatrices, utilisateurs de la monnaie locale, 1 400 professionnels donc, qui acceptent des paiements en eusko, 39 mairies et la communauté d'agglomération Pays Basque qui en fait a été créée en 2017, donc après la monnaie locale, mais qui a le même territoire. Et en fait, c'est un bassin de vie et d'identité, y compris linguistique, qui est assez naturel chez nous, hein, le Pays Basque, les 3 provinces du Pays Basque. Et je le disais, première monnaie locale d'Europe avec 4,5 millions d'eusko en circulation, une équipe de 13 salariés, et c'était un enjeu majeur pour nous, 94% d'autofinancement, on ne dépend plus de la subvention publique pour notre fonctionnement courant, on va chercher de la subvention sur des développements nouveaux ou des expérimentations. Donc, en 2013, on démarre que sous forme de billets. Vous avez un aperçu là de billets avec des visuels choisis de manière participative par les citoyennes et citoyens du territoire et qui représentent justement des enjeux territoriaux liés à l'agriculture, à l'identité, à la langue. On a fait le choix du numérique en 2017, d'abord avec la carte, c'est ce que vous avez tout à droite, et en 2020, le QR code avec une application de paiement, en sachant qu'on a aussi un compte en ligne qui permet de faire des virements et de prélèvements de particuliers à professionnels et de professionnels à professionnels. Euh, une monnaie solidaire avec son territoire, puisqu'en fait, l'objectif, ça va être de fixer les richesses sur le territoire. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de fonctionnement des monnaies locales, c'est que quand on achète sa baguette en eusko, elle a le même goût que quand on l'achète en euros, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, elle va générer un mécanisme de manière automatique qui fait que la boulangère ou le boulanger qui reçoit de la monnaie locale va se questionner sur la réutilisation de cette monnaie, sur l'approvisionnement auprès de fournisseurs locaux. Et selon une enquête que l'on a faite il y a quelques années, on a plus de la moitié des professionnels qui adhèrent à l'Eusko qui ont changé au moins un fournisseur, soit un fournisseur qui était extraterritorial et ils en ont pris un au niveau local. Et l'important aussi, c'est qu'en fait, 84% des professionnels n'ont jamais eu à reconvertir des Eusko
en euros. Donc ça veut dire qu'ils arrivent et elles arrivent à réutiliser la totalité de la monnaie locale qu'ils et elles reçoivent en caisse. Donc, en deux mots, comment ça fonctionne? Ce sont les particuliers qui, en adhérant à l'association, vont mettre en place des changes en eusko, donc d'euros en eusko. La personne donne 100 euros qu'on prélève sur son compte bancaire. Elle reçoit 100 eusko. Il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat puisqu'on est à 1 pour 1 au niveau de la valeur. Je le dis au passage parce qu'en termes de coopération aussi, c'est un nouveau chapitre qu'on espère ouvrir le mouvement Sol et l'Eusko en 2026. Les 100 euros qui nous sont confiés, évidemment, ils ne vont pas dans notre fonctionnement associatif. Il y a bien un fonds de garantie qui doit nous permettre de pouvoir rembourser les eusko en circulation du jour au lendemain si on décide d'arrêter. Et donc, il y a un enjeu. On est à la veille là, de solliciter des autorisations pour mobiliser une partie de ce fonds de garantie via une garantie bancaire pour pouvoir libérer, là on travaille sur 10% du fonds de garantie, 10% de ce fonds de garantie au service de projets de transition et ESS sur le territoire. Donc là, c'est le Graal de la monnaie locale. Donc je change mes habitudes, je change des euros en eusko, je change mes habitudes de consommation, j'ai un impact économique et écologique sur le territoire. Mais en plus, les euros que je confie à l'association gestionnaire de la monnaie locale pourraient servir aussi au financement de coopératives ou d'initiatives territoriales. Et on a un système de parrainage des associations parce que le caractère solidaire de la monnaie locale nous était important. Chaque fois que les personnes changent 100 euros, ils reçoivent 100 eusko. Je l'ai dit, ils perdent pas de pouvoir d'achat. L'association Euskal Moneta va créditer de 3 eusko l'association parrainée par la personne. Et ce système-là, aujourd'hui, est financé par les pénalités, par contre, qu'on applique aux professionnels. Les professionnels qui jouent pas le jeu et qui réutilisent pas leurs eusko peuvent les retransformer en euros. Par contre, on leur applique une pénalité de 5%. Bon, c'est dit en quelques minutes, mais vous comprenez le système. C'est donc les particuliers qui créent de l'eusko, qui vont le mettre en circulation. Cet argent-là circule entre particuliers et professionnels. Il circule ensuite entre professionnels qui eux-mêmes soit peuvent le changer en euros, soit peuvent aussi verser du salaire. On en a de plus en plus, payer des loyers, des services publics, etc. Sur le système associatif, je trouvais intéressant de faire ce focus-là quand on parle de coopération territoriale et de cohésion territoriale. Sur 2024, c'est 75 000 eusko, donc l'équivalent de 75 000 euros, qui ont été remis à 55 associations du territoire. Et depuis 12 ans que l'on existe, on a dépassé les 400 000 eusko versés à un peu plus de 70 associations. Donc il y a un vrai levier de financement de la vie associative. Et par les temps qui courent, je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi adjoint au maire de ma commune, par les temps qui courent et avec la raréfaction des deniers publics et de la subvention, le tissu associatif bénéficie aussi de la circulation de la monnaie locale. Un autre, je vais le passer assez vite, ça nous concerne, c'est un marché de niche chez nous, mais je le dis quand même, c'est un des facteurs de réussite. On a adossé la monnaie locale à l'identité locale. Aujourd'hui, on a une langue millénaire sur le territoire qui, selon les critères de l'ONU, n'est pas encore sauvée. Et donc, on a notre pierre à l'édifice via un partenariat avec l'Office public de la langue basque et la communauté d'agglomération. On traduit gratuitement les affichages des commerces de manière à pouvoir avoir un affichage bilingue français-basque et contribuer à la normalisation de l'utilisation de la langue basque dans l'espace public. Et donc ça, c'est quelque chose qui est salué et financé par l'Office public de la langue basque et la communauté d'agglomération Pays basque. Je vais aller assez vite sur la conclusion, comme ça permettra aussi d'avoir de l'échange. C'est une définition qu'on avait travaillé, je crois, via un DLA ou un atelier collectif. On s'était demandé qui on était et à quoi on servait. Et on était arrivé à cette conclusion qu'une monnaie locale, c'est un outil d'intérêt général qui permet de réunir dans une même dynamique pour le territoire, pour le développement territorial, l'emploi, la citoyenneté et l'environnement, des acteurs aux préoccupations diverses, mais tous et toutes désireux d'agir, donc les citoyens, les associations, les entreprises, les collectivités locales, qui vont se servir de la monnaie locale pour dynamiser un territoire, fixer cette richesse sur ce territoire donné. Et j'ai mis aussi un nuage de mots-clés qui étaient ressortis sur cet atelier-là, et on se rend bien compte que le fil rouge depuis ce matin recroise bien l'intérêt de la monnaie locale, puisqu'il y a un certain nombre de mots qui ressortent depuis ce matin et qu'on retrouve là aussi. Juste pour terminer en fenêtre d'ouverture, souligner des travaux qui ont été faits fin 2024 par Elie Spiegelman, qui est un économiste, enseignant-chercheur économiste, qui a mené une étude, ou plutôt un test comportemental qui a été mené sur la commune de Bayonne,
et qui a démontré que les utilisateurs et utilisatrices de la monnaie locale avaient un sentiment de coopération beaucoup plus fort. En fait, il a fait un test comportemental que je ne vais pas pouvoir vous expliquer en 1 minute, mais tout est disponible en ligne. Et en fait, les utilisatrices et utilisateurs de l'Eushco ont spontanément un comportement beaucoup plus coopératif que les gens qui ont fait le test comportemental en euros. Et je rapporte aussi aux travaux de Julien Milanesi, qui est aussi un enseignant-chercheur à l'IUT à Toulouse, qui a beaucoup travaillé sur les Auchaux et qui a démontré dans l'analyse de l'écosystème des alternatives du territoire du Pays Basque, des coopératives, des associations, comment la monnaie locale est venue mettre du lien entre les défenseurs de la langue basque, les défenseurs d'une économie locale, de l'emploi non délocalisable de la langue basque, de structures alternatives en matière d'éducation, altermondialistes, etc. Et c'est vrai que la monnaie locale, je dis souvent, et je termine là-dessus, on a mis des mini-tracts dans la poche des citoyennes et des citoyens en leur faisant changer leurs habitudes et leurs pratiques du quotidien, presque sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, l'acte de paiement, c'est quelque chose qu'on fait de manière très naturelle tous les jours, et donc ça permet de se re-questionner sur notre consommation et sur à qui profite notre consommation. Un très grand merci pour cette présentation très claire, très concise. Et puis, chaque fois, on a un nouvel axe, comme ça, une nouvelle approche par un outil très original qui a des répercussions assez larges, même sur l'économie, la culture, l'identité. Enfin, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était très éclairant. Je sais pas, Michael, on va peut-être enchaîner et faire des échanges peut-être dans les trois groupes qui vont se constituer. Donc, pour vous dire, ces trois groupes, hein, vous êtes répartis un peu aléatoirement. Chaque groupe un peu va réfléchir à chaud un peu sur tout ce qui vient de se dire et le cahier des charges qu'on vous donne, c'est pouvoir ressortir. On va désigner un rapporteur et à la fin, vous devrez faire la synthèse des échanges sur la partie les bonnes pratiques, enfin pas les bonnes pratiques, mais les conditions de réussite selon vous et les écueils potentiellement à éviter. Voilà, qu'on puisse le rapporteur puisse témoigner un peu des échanges et donner les deux écueils et les deux conditions de réussite que le groupe a mis en avant. Et tout ça, on mettra ça en commun à la fin. Donc je remercie par avance ces Romains qui nous dispatchent dans les groupes et on se retrouve donc dans quelques minutes dans ce groupe et à la fin, après, on revient en plénière sur le lien que vous avez utilisé pour vous connecter à 14 heures. À tout de suite. On a été particulièrement efficace. Merci à tous. Perrine et... Oui, pardon, je ne te voyais pas. Je suis là. Est-ce qu'on est au complet? On doit être au complet et on va se prêter à un exercice. Attendez, laissez-moi rouvrir le restitution. Un peu à l'ancienne, avec un bon document Word, nous allons faire hop, partage et partager. Alors, on vous propose pour cette dernière séquence de notre parcours s'inspirer des innovations territoriales, un petit temps de restitution des échanges en sous-groupe. On va essayer d'être rapide et puis de laisser un peu de temps pour l'intervention de Laurent Riotor. Euh, Peut-être on peut commencer par la salle 1, si ça vous va. Donc, Sandy, qui a gentiment accepté d'être notre rapportrice, je vous laisse la parole. Je me lance, Merci. ça marche. J'espère être fidèle aux travaux du groupe. Alors, le premier tour d'échange a fait apparaître des conditions de réussite qu'on pourrait résumer en 3 mots et j'en ajouterai quelques-unes, puisqu'ensuite on a approfondi. Première condition de réussite, c'est bien évidemment le cadre temporel, donc le temps, d'être capable d'ouvrir un temps long sans pression. Et de faire converger des temporalités différentes, celle du citoyen, celle de l'institutionnel, pour finalement garantir le maintien des dynamiques, éviter les essoufflements. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est tourne autour du cadre. Alors, le mot apparaît déjà dans le point qu'on vient de noter, mais voilà, il y avait le temps, le cadre. Alors, tout le monde a bien senti qu'il y avait la nécessité d'un cadre, besoin d'un cadre, mais d'un cadre très, très souple, de pouvoir associer de la souplesse à de la robustesse. Et surtout, c'est très bien d'avoir un cadre, mais pour pouvoir mieux en sortir et le dépasser.
Donc, il y a un élément un savant équilibre entre un cadre sur lequel s'appuyer pour pouvoir initier et maintenir une dynamique et savoir ensuite, voire oser sortir de ce cadre-là. Et le troisième point, c'est la diversité. Diversité des méthodologies, des façons de faire, des projets, des formes de coopération. Et ce point-là est très important puisqu'il décomplexe finalement pour se mettre en mouvement. Il n'y a pas de forme à imposer strictement dans les dynamiques de coopération. Et à cela s'ajoute en termes de réussite un point essentiel qui est de savoir créer de la confiance, notamment dans la différence. Donc, différents mots-clés seront ressortis, l'inclusion, le volontariat citoyen, l'écoute, l'authenticité, la diversité évidemment des parties prenantes. Un autre point qui a déjà été évoqué plusieurs fois, mais qu'on peut regrouper sous la forme du savoir-être des acteurs d'une dynamique de coopération, c'est-à-dire une posture d'humilité qui reconnaît les interdépendances, qui reconnaît le droit à l'erreur, et pourtant qui reste volontaire. Donc c'est intéressant de voir ces nuances et cette finesse dans la posture, qui semble être vraiment nouvelle. En tout cas, c'est pas une posture fréquente aujourd'hui. Un point important qui est de mobiliser la part sensible pour pouvoir réussir. Je suis un petit peu trop longue. Et en tout cas, de savoir mobiliser ce qui fait culture entre humain et non humain pour pouvoir réussir à coopérer. J'ai débordé, désolée. Le problème des gens passionnés, Mince. humain et nature. Hop. Et peut-être, alors, il a deux écueils en un mot. Deux écueils. Oui, il faut des compétences minimum pour y aller. Sans ces compétences-là, on ne peut pas tant en savoir-être qu'en savoir-faire. Et un point, si je devais choisir entre les deux des autres qui nous restent, euh, la volonté de tout contrôler, la volonté de tout vouloir tout de suite sont des écueils qu'il faut éviter. Merci bien, le groupe 1. Merci. Bah, nous, pour le groupe numéro 2, alors est-ce que je vois les gens? Oui, c'est Merlin Milsen qui a bien voulu faire le rapporteur. Alors, je vous en prie, allez-y. Alors, nous, on essaie vraiment de synthétiser, même si on triche un peu, il y a plusieurs choses dans les trucs, mais voilà, je vous laisse donner nos deux conditions de réussite, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc moi Merlin Milsan de l'association Néotopia. Donc on va être synthétique et scolaire. Là, dans les leviers, le premier levier qu'on a tous identifié, c'est avant tout une vision et une volonté partagée sur des enjeux communs par une multiplicité d'acteurs. Ça, c'est vraiment le premier point qui est sorti. Et le deuxième, c'est on a relié la souplesse avec le temps, la longueur dans le temps et qui se relie aussi à la capacité d'adaptation. Ça, c'est les deux leviers qu'on avait identifiés. Et donc, dans les freins, le premier frein qu'on a identifié avant tout, ça paraît logique, mais c'est les moyens humains, financiers et temporels. Si on n'a pas les moyens de faire un projet, effectivement, ça va être compliqué de le réaliser. Et le deuxième frein qu'on avait capté, c'était l'entre-soi et la difficulté à capter un public plus large. C'est-à-dire que si on ne fait que motiver tout le temps le même public sur les sujets, c'est compliqué de faire de la coopération. Voilà pour les deux leviers et les deux freins qu'on avait identifiés. Merci beaucoup. Concis. Et pour nous, Angel. J'y vais. Donc nous, comme levier, on avait identifié justement les vulnérabilités des territoires qui poussent à agir, nos vulnérabilités collectives, notamment la santé. On a parlé beaucoup de portages politiques, et notamment de pouvoir avoir des portages politiques qui dépassent un peu les limites des territoires pour, euh, pour plus de cohérence et voilà, et qui s'appuie aussi sur les agents. Et puis, on avait l'idée voilà, qui rejoint un petit peu l'idée du cadre temporel, mais qui va un peu plus loin et ce qui rassemble finalement les acteurs en termes de socle commun de connaissances et de temps long.
Et sur les freins, on a parlé d'inertie générale, voilà, effectivement aussi de peur de l'erreur, mais de manière générale voilà, de difficulté à changer et d'irresponsabilité collective, donc plutôt voilà, aussi de dévier toutes les coopérations vers l'économique, notamment. Et puis de recherche de consensus à tout prix dans une société qui est de plus en plus divisée, clivée, etc. et dans laquelle voilà, c'est devenu potentiellement compliqué de décider et construire ensemble. Je sais pas si j'oublie ou si des choses ou si C'était manque de moyens humains, ouais, financiers et temporels. Une chose dont pardon. on n'a pas parlé, c'était peut-être en fait la communication, le côté opérationnel, Mm, de la mm, concrétisation mm, pardon. des coopérations. Voilà, Perrine. C'était J'ai perdu mon micro. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Euh, Pe- Peut-être Laurent, du coup. Qu'est-ce que tous ces échanges t'inspirent? Notre grand expert, chercheur. Voilà. Et si tu veux, je te laisse ce compte rendu. Je te laisse te présenter et peut-être voilà, voir quelles sont tes réactions. Oui, merci beaucoup, Michael, et n'en jette plus. Donc, quelques réactions. Éventuellement, si je peux partager l'écran, Bien sûr. je vous les afficherai. Euh, voilà. Et donc, je vous mets. euh, Hop, hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez? Parfait. Bon, alors donc quelques enseignements à partager, hein, c'est pas du tout conclusif. Moi, ce que j'ai noté depuis ce matin, c'est que derrière ces enjeux de coopération, il y a des questions fortes, évidemment, de modèle, j'ai mis le mot entre guillemets, de transition territoriale, de transition écologique et territoriale, et que finalement, pourquoi s'intéresser à ces enjeux de coopération? Il y a évidemment le modèle que l'on peut souhaiter, et le mot a été utilisé ce matin, d'aller d'un modèle peut-être aujourd'hui qui est marqué par les fractures, c'est-à-dire un peu vers le chacun pour soi, vers des inégalités sociales, environnementales, etc., pour aller vers un modèle peut-être plus désirable de mise en relation, de reliance, si on veut utiliser ce terme. Je renvoie un petit bouquin de Martin Vanier l'année dernière sur son essai sur l'antifracture. Je ne partage pas toute son analyse, mais en tout cas, c'était effectivement ce mot de reliance qui était mis un peu en opposition à la fracture. Donc, derrière voilà, cette volonté de coopération, il y a cette volonté de relier dans un monde fracturé. C'est peut-être le cœur de ce que l'on peut souhaiter. Ensuite, alors, bon, en université, je joue un peu sur les mots, mais je crois qu'au cœur du système, on a beaucoup parlé de coopération, qui peut prendre, je crois que c'est important, alors il y a beaucoup de littérature sur ces mots-là, mais qui peut prendre des formes informelles, hein. Je voudrais insister aussi on a parlé de souplesse, y compris dans les éléments qui viennent d'être évoqués, là, de levier. Donc la coopération, ça peut avoir une dimension très, très informelle, elle peut être formalisée à un moment. Et puis il y a un mot qu'on a peu utilisé depuis ce matin, mais parfois, effectivement, la coopération, elle va nécessiter des formes de coordination. Et là, des formes de coordination qui sont peut-être plus formelles, qui sont peut-être plus institutionnelles. Et entre coopération et coordination, bah, il y a tout au long du dispositif quelque chose qu'on a beaucoup évoqué depuis ce matin, c'est la participation, comment on favorise la participation de toutes et tous, et notamment évidemment des parties prenantes, des citoyens, à l'évidence. Et puis à l'aval, peut-être, il y a aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir dans toutes ces étapes à ça, il y a les enjeux de gouvernance et de commun, de biens communs, de communs territoriaux qui sont fondamentaux dans toute coopération.
Alors à partir de là, on a beaucoup discuté finalement de deux types d'échelles. Le géographe s'y retrouve, hein, des échelles spatiales et puis des échelles temporelles. Alors juste quelques réflexions. On voit bien qu'en termes d'échelle spatiale, on peut aller du micro local. Si on s'intéresse aux villes, ça peut être à l'échelle d'un quartier. Et si on s'intéresse à l'espace rural, et on l'a vu dans l'exemple de la Vigotte, on peut être à l'échelle d'un hameau, d'un village, dirait-on, dans le Massif central, jusqu'à des échelles plus vastes. Et on a parlé des contrats de réciprocité à l'échelle de territoires qui font des alliances territoriales à l'échelle d'un département ou entre territoires de projets. Donc voilà, les échelles peuvent être variées. Peut-être qu'on peut se dire que la coopération, elle est peut-être plus facile de la faire débuter à une échelle micro-locale, mais voilà, c'est peut-être l'élément qui renvoie un peu à la spontanéité, côté un peu informel. Voilà, des collectifs, des associations, des entreprises, la collectivité, des élus en proximité peuvent peut-être lancer plus facilement cette coopération. Et donc, moi, je voudrais insister, alors, y compris peut-être parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les pays méditerranéens, sur parfois un peu, alors c'est un peu notre dilemme national, on aime bien le formel, l'institutionnel, les contractualisations, voilà, les schémas, etc. Ils ont leur place, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la place de l'informel, et ça, c'est un des grands sujets de réflexion actuelle, hein. Est-ce que l'informel, sur ces enjeux de transition écologique, prend pas des fois, va peut-être pas un peu plus vite, ou c'est plus facile et plus souple pour reprendre cette place-là. Donc, voilà, peut-être se dire que derrière coopération, il peut y avoir aussi plein de formes informelles à ne pas oublier. Et puis évidemment, il y a un troisième point dans ces échelles, c'est partir toujours des enjeux, des besoins, des compétences présentes sur un territoire, des questions d'anticipation, y compris pour associer la population. Et puis, c'est une question qui a été évoquée aussi, voilà, s'interroger aussi sur des sources de financement et peut-être des formes de financement innovants qui peuvent renvoyer aussi à des formes peut-être un peu plus informelles, même si à un moment il y a formalisation. Ne pas oublier que dans ce jeu d'échelle, il y a aussi, parfois on les met un peu sous le tapis, mais elles arrivent très vite. Il y a des points de tension, de conflit. Dès qu'on est sur de la coopération, des réflexions sur des communs territoriaux, sur du foncier, sur de l'eau, etc., ben, il peut y avoir évidemment des conflits d'usage, des conflits d'intérêts. Ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et on l'a bien vu, y compris dans les retours d'élus. Et puis un point fondamental dans ces échelles temporelles, c'est la question de la durée, de la continuité. Voilà, on a beaucoup abordé ça. Avec bah oui, le droit à l'erreur, avec les adaptations et avec ce besoin de compétences, je dirais, d'ingénierie dans la durée, dans les territoires, y compris sur des formats qui peuvent être un peu informels au début, qui vont progressivement se formaliser. Un de nos petits défauts en France, c'est des fois de vouloir partir tout de suite du territoire institutionnalisé. Alors la NPP a la chance d'avoir un format beaucoup plus souple que d'autres types de territoires. Mais voilà, et peut-être qu'il y a d'autres modèles où on peut partir de choses informelles et puis le territoire naîtra après, l'institutionnalisation. On peut partir d'une vallée dans les Vosges et puis ensuite construire ce territoire dans la durée. Deuxième, troisième élément que je voulais évoquer pour terminer, c'est qu'on a bien vu, et je reprends aussi le titre d'un essai d'Olivier Bouba-Olga sur l'éloge de la diversité. On voit bien que ces modèles de transition territoriale et de coopération sont divers, ils sont plus ou moins transformateurs, et par rapport à ces enjeux de durabilité, si je puis dire, d'agenda 21 futur, il y a cette question de qu'est-ce qui est transformateur. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les modèles de développement dans les territoires, mais on voit bien qu'on a vécu, peut-être on vit encore sur un modèle lié au pôle de croissance, à la métropolisation, à la diffusion, qui peut conduire à des formes de coopération. Peut-être que voilà, les contrats de réciprocité se sont au moins au départ inscrits un peu dans cette logique-là.
Il y a l'approche classique auquel je suis fidèle du développement local, de synergies locales qui se construisent entre acteurs autour de ressources et si possible de ressources, de ressources spécifiques des territoires, avec une recherche d'autonomie et il y a plein de choses formidables qui se font sur ce plan-là, y compris sur le plan énergétique par exemple. Mais évidemment, se pose la question de comment on monte un peu en généralité, en puissance sur ces initiatives locales, et puis est-ce que toutes ces initiatives ne créent pas une forme de puzzle de territoire en concurrence à un moment donné? En concurrence peut-être encore plus marquée quand on est sur un troisième modèle qui est plutôt celui de l'attractivité, développer les territoires en fonction d'une demande extérieure, qui peut aussi reposer sur des coopérations, évidemment, qui peuvent être conçues. Alors, venant d'un massif central qui essaye à attirer des populations, des entreprises, des activités, on voit bien que c'est encore un modèle qui est bien présent dans les discours, au moins, d'un certain nombre d'élus. Et moi, la remarque que je fais, c'est est-ce que ces trois modèles sont suffisants aujourd'hui pour véritablement transformer, aller vers ces transitions? Voilà, c'est une question, je n'apporte pas une réponse définitive. Et puis, il y a plein de petites choses qui se font entre les modèles, toujours. Par contre, c'est vrai que ce qui peut paraître un peu au cœur de nos échanges d'aujourd'hui, c'est peut-être un quatrième modèle, et encore une fois, mettons de la diversité dans tout ça, chaque territoire peut avoir ses logiques, c'est ce modèle de coopération territoriale apprenante, et je reprends l'expression qui a été utilisée là aussi par l'étude de cas là, sur la vigote, pour penser les transitions, pour penser le bouclage des flux, la dimension environnementale. Voilà, c'est à la fois, on pourrait dire, le paradigme de la réciprocité, mais à quelle échelle, avec quel risque, avec évidemment les enjeux très très forts de gouvernance, et puis le paradigme des apprentissages permanents. Et je conclurai par ce dernier petit schéma j'essaye de résumer un peu tout ce qu'on vient de dire sur les leviers. Ce nouvel, peut-être ce paradigme de territoire, de coopération et apprenant, c'est peut-être partir de communautés locales de coopération et d'apprentissage à l'échelle du village, du quartier, etc., des échelles micro. C'est un moment de construire un réseau qui va s'élargir avec d'autres formes de partenariats territoriaux ou interterritoriaux. Et puis, à un moment donné, alors, je ne donne pas un sens nécessairement, ça peut être tout à fait interrelié, mais construire cette vision stratégique, peut-être partir de cette vision stratégique, on l'a dit tout à l'heure, et des formes de gouvernance collective plus ou moins institutionnelles. Et tout ça fonctionne avec des allers-retours. Et puis tout ça fonctionne à travers deux axes qui me semblent importants, des mises en réseau coopératifs et puis des apprentissages continus. Voilà, on retrouve cette dimension de territoire où on apprend ensemble. Alors à chaque fois, je ne vais pas développer, mais on voit bien que du côté des communautés locales, il faut construire des petites formes d'organisation collective, il faut avoir des lieux et des temps d'échange, d'écoute, c'est un mot qui a aussi été utilisé, de coopération. Alors ça peut être des living labs, ça peut être des tiers-lieux, on peut mettre plein de choses derrière ces mots, mais voilà, trouver ces lieux et ces temps d'échange et d'écoute. Oh, réfléchir à ces ressources, du vivant et du non-vivant, comme on l'a dit, ces ressources locales. C'est aussi partir des savoirs qui sont présents dans les territoires, des sens de la créativité, de l'initiative, d'apprendre ensemble, à vivre ensemble. C'est des formes donc d'apprentissage, d'éducation, mais jusqu'à l'informel et au non formel, reposant aussi encore une fois sur le territoire et ses ressources. Euh, du côté du réseau élargi, ben, il faut peut-être qu'il y ait des acteurs qui facilitent les choses, des acteurs intermédiaires de l'ingénierie, des élus, des formateurs, des chercheurs qui viennent un peu élargir ces réseaux locaux, qui viennent partager des visions et on peut passer à des formes de coordination peut-être grâce à ça. Et puis parfois les réseaux numériques peuvent faciliter cet élargissement des réseaux. Et puis construire des projets communs. euh, Pardon, ouais, j'ai été trop vite. Euh, vous voyez toujours le schéma? On Peut-être. voit toujours. Dans sa vision globale, mais pardon, j'ai dû cliquer malencontreusement. Mais voilà, construire
des projets communs à une échelle plus élargie, apprendre aussi par l'action, par l'expérimentation, par l'innovation partagée, avec, et on l'a vu, des méthodes de partage des savoirs qui peuvent être assez diverses. Et puis au niveau 3, ben, on l'a évoqué, c'est du côté des apprentissages, parfois des systèmes d'information, d'observation, d'enquête. C'est une des études de cas qu'on a eu, j'ai trouvé très intéressante aussi, pour saisir un peu les besoins, travailler la communication collective des résultats de l'action, et puis ces formes de capitalisation, hein, et on l'a dit, ce droit à l'erreur, apprendre aussi de ses erreurs, c'est le cœur de, je dirais, tout apprentissage partagé, à construire des récits communs, voilà, encore une fois, apprendre ensemble. Et puis du côté de la vision stratégique, évidemment, c'est s'assurer d'une gestion adaptative, prospective et évaluative de ce que l'on fait. C'est nécessairement un peu de leadership, mais dans ces formes qui peuvent être très diverses. Et puis, c'est s'assurer de la participation de toutes les parties prenantes. Alors, ça peut sembler un peu un schéma idyllique, mais je vous assure que dans certains territoires, on y arrive. Merci. Merci infiniment, Laurent, pour cet apport enthousiaste et enthousiasmant en fait sur les coopérations. Merci si tu pouvez nous envoyer ce PowerPoint. Et voilà, on nous a demandé s'il était possible de l'avoir. Nous allons arriver au terme de ces 3 heures que nous avons passées ensemble, intenses. Nous vous partageons. Alors, dans le chat, nous avons fait une petite une petite biblio, pardon, en fait, avec une quinzaine d'ouvrages sur les sujets que nous vous partageons, donc que vous avez dans l'espace de discussion. Donc comme ça, hop, je vous donne aussi le lien de connexion. On se retrouve là dans 3 minutes. Mais avant ça, c'était pour remercier donc nos 2 grands témoins, Raymond Val qui est intervenu ce matin, ainsi que Laurent qui a brillamment intervenu maintenant. Je remercie évidemment nos différents intervenants, donc Philippe, Pierre-Yves, Louise, Jean-Pierre et Nicolas. Merci pour vos éclairages enthousiasmants et inspirants. Merci aussi donc à tous les intervenants. Merci aux rapporteurs, aux 3 rapporteurs. Merci à mes 2 copilotes. Merci Périne et merci Julien. À Romain également, qui était notre régisseur, entre guillemets. Et on se retrouve dans quelques minutes du côté, voilà, dans la grande salle avec tous les autres membres du truc. Merci à vous et passez une bonne journée. Merci à toi aussi, Michael. Oui, À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. à de suite. À de suite. Merci.